Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité, avec des récits sincères et inspirants. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music et Apple Podcasts. N'oubliez pas de vous abonner et de nous noter 5 étoiles. C'est grâce à ça que nous pouvons nous faire connaître et pouvoir recueillir des témoignages extraordinaires et remplis d'espoir. Aujourd'hui, je suis avec Morgane. Merci beaucoup d'être ici. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. C'est Tony qui t'a envoyé une invitation il y a quelques mois de ça. Donc, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui auprès de moi. Je connais pas trop le sujet. Je sais qu'on va parler d'enfants, de handicap, mais c'est tout. Donc on va dérouler ensemble tout ça. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, tout d'abord. Je m'appelle Morgane, j'ai bientôt 29 ans et je suis maman de 2 enfants. Je suis mariée, j'habite à Lyon et voilà. Alors, tu es mariée. Moi, j'aime bien commencer par là. Comment il s'appelle, ce mari? Alors, Victor. Okay. Et on est mariés depuis l'année dernière, donc... C'est super récent, mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? 7 ans. Ah oui, d'accord. 7 ans, et voilà, on s'est mariés civilement et avec... on a fait un week-end festif en juin dernier. Super, ça. Et vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Et ben, chez Decathlon. On est tous les deux très sportifs. Du coup, on s'est retrouvés en CDD dans le rayon montagne. Et lui, ça faisait 10 ans qu'il faisait de la comptabilité, il avait envie de faire une pause, donc rien à voir. Ah, et il a fait un CDD chez Decathlon et moi je devais partir, donc j'étais en école de commerce, je devais pas du tout faire un CDD chez Decathlon, je devais partir en Australie et finalement, je sais pas trop pourquoi, j'ai postulé comme ça en me disant de toute façon, je serais pas prise. Et finalement, j'ai passé l'entretien, j'ai été prise. C'était un petit CDD de 8 semaines. Et donc, j'ai décalé mon départ en Australie à quelques semaines plus tard. Et du coup, on est arrivé le même jour dans le même rayon. Alors, coup de foudre. On a appris à se connaître, mais assez rapidement, parce que du coup, on est arrivé le 8 janvier et on s'est mis ensemble le 31 janvier. Ah oui. 2018. Et alors, t'es partie quand même en Australie? Bah oui, je suis partie en Australie et j'ai décalé quand même. Je suis partie 2 mois et demi. Donc, ah oui. C'est long. Et puis au début, au tout début d'une relation. Bah ouais, c'est clair, il t'a attendu. Alors, ça veut dire que tu l'avais bien tapé dans l'œil. Il m'a attendu. Et puis finalement, c'est quand je suis rentrée d'Australie que ça a été une évidence. Et je me suis dit, c'est le début d'une vraie relation, longue relation. Et puis du coup, je partais à Paris ensuite pour reprendre, pour mon master, parce que du coup, j'étais toujours en école de commerce. Et il m'a suivi. Ah, c'est beau ça. Du travail à Paris. Et voilà, on a emménagé du coup très vite, au bout de 6 mois. Ok. Et vous êtes arrivé quand sur Lyon, du coup, bien plus tard ou On est resté 2 ans à Paris. Okay. Mon premier du coup petit garçon qui s'appelle Nate, il est né à Paris. Ah. Juste avant le confinement, il y a eu le confinement et puis du coup on est rentré à Lyon en septembre 2020. D'accord. Parce que du coup ça commençait à se compliquer pour lui et voilà, on avait besoin de rentrer et d'être proche de la famille. D'accord. Alors justement, c'est de Nate qu'on va parler principalement aujourd'hui, si j'ai bien compris. C'est ton premier enfant. Oui. Donc vous l'avez eu, ça faisait 2 ans et quelques que vous étiez ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'était pas du tout prévu. C'est vrai? C'était pas dans les projets immédiats? Non, pas du tout. Okay. J'étais encore jeune, du coup j'étais dans mon master. Victor, déjà ça faisait pas forcément très longtemps qu'on était ensemble. Victor voulait pas forcément d'enfants. Ah. Et c'était un déni de grossesse. Du coup, on l'a su à 6 mois et demi. Ouf. Et il est arrivé à 8 mois. Attends. T'avais une contraception? Non, parce que du coup, j'ai eu des problèmes de santé. Je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Ok. Donc, du coup, ça avait déjà commencé avant que je rencontre Victor. Et j'avais une grosse période très difficile en 2016. Donc, on n'était pas ensemble, on se connaissait pas. J'ai été hospitalisée 3 mois et demi parce que du coup, je suis tombée dans l'anorexie mentale. Je suis descendue très, très, très bas. Et du coup, j'ai été hospitalisée. Donc là, j'ai eu plus mes règles. Le médecin là-bas m'a dit que j'aurais probablement jamais d'enfant. Oh. Et puis voilà, du coup, en fait, c'est à partir du moment où ça allait mieux dans ma tête, dans mon corps, que j'avais fait un grand chemin quand même pour m'accepter, prendre conscience un peu de tout ce qui s'était passé, de comprendre pourquoi, et d'aller mieux. Et du coup, je suis tombée enceinte directement, mais sans le savoir du coup. D'ailleurs, c'est vraiment la maternité, la grossesse qui m'a réconciliée avec mon corps. Comment tu l'as su alors? 6 mois, ça faisait 6 mois? Eh ben oui, du coup, au final, vu que ça allait mieux dans ma tête, dans mon corps, j'ai commencé à reprendre un peu du poids, mais c'était uniforme.
Et puis du coup j'ai jamais eu mes règles pendant 5 ans. Pour Noël on est rentré à Lyon pour fêter bien sûr les fêtes de fin d'année, et juste après Noël, le 26 ou le 27, je me suis un peu posée enfin, et là j'ai senti mon ventre bouger, je commençais à me poser des questions. Oh là là, t'as pensé à ça directement? Non, je pensais vraiment que du coup j'avais je sais pas, mal au ventre et que je voulais consulter, mais non, pas du tout. Après je sais pas pourquoi, je pense que mon esprit, j'ai commencé à cogiter énormément, à regarder un peu sur internet. Et en fait, je me suis dit, mais je suis enceinte. Et donc voilà, il a débarqué chez moi, chez mes parents en fait, parce que du coup on était à Lyon, avec 2 tests de grossesse. Ah oui. À 22h, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, tout de suite, c'était positif. Et du coup, là, c'était encore plus le déni. Moi, j'étais, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, c'est quoi ta réaction? Sa réaction à lui aussi? Moi, c'était encore trop dans le déni. J'étais, non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Impossible. Lui, il est plus réaliste, donc il était là, on va devenir parents. Ah oui. Là, t'es enceinte, hein. Et j'étais, ouais. Et vous saviez pas depuis combien de temps? C'est ça aussi le pire. On savait pas, on pensait 3 mois, c'était déjà beaucoup, mais 3-4 mois grand max. Mon ventre, il a doublé, triplé de volume dans la nuit. Ça, c'est quand même incroyable. Et voilà, on s'est retrouvés le lendemain matin, du coup, à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a attendu toute la nuit. Bon, on n'a pas dormi, forcément. Moi, j'avais pleuré toute la nuit. Et du coup... Tes parents, ils étaient chez toi, et ils t'ont vu te lever le matin avec un ventre rond? Oui, et puis du coup, ma tête, on voyait que ça allait pas et que... qu'on n'avait pas dormi, moi que j'avais pleuré, donc oui, je me suis retrouvée au petit-déj avec ma mère qui me dit qu'est-ce qui se passe. Donc du coup j'ai dit je suis enceinte, et du coup gros choc aussi. Mon père était là, mon père il est plus terre à terre, donc pareil il a dit bon, on va y aller étape par étape. Et au final, la première chose qu'on a fait, c'est que je suis allée dans un labo faire une prise de sang. Et en fait, en faisant la prise de sang, on s'est dit mais c'est ridicule. On va aller directement aux urgences parce que faire une écho, c'est sûr que je suis enceinte, donc juste la prise de sang, ça va pas vraiment faire avancer les choses. Et donc on est allé aux urgences. Et tout de suite, du coup, on a su que c'était un garçon, que ça faisait 6 mois et demi. Voilà. Waouh. C'est un choc émotionnel quand même immense. Ah oui, parce que moi, c'était impossible. On m'avait dit que j'aurais probablement jamais d'enfant. Et puis c'était pas le projet, et puis ça faisait 6 mois et demi, quoi. C'est énorme. Ouais, 6 mois et demi, c'est énorme. On était là peut-être 3-4 mois et tout. Elle était à 6 mois et demi. Mais comment c'est possible? Et après, on se rappelait des moments un petit peu avant. On se disait, ah ouais, quand même. Par exemple, à 4 mois de grossesse, donc sans le savoir, on avait fait un week-end familial avec toute la famille et tout. Et d'habitude, moi qui suis je suis très sportive quand même. Ouais. En fait, c'est trop bizarre, mais je pense que, sans le savoir, mon corps, il a quand même un peu évolué. Le café, ça me dégoûtait alors que je prends tout le temps un gros bol de café avec du lait le matin. Je pouvais plus boire de café. J'avais plus trop envie de courir alors que j'adore la course à pied. Mais du coup, la rando, j'étais essoufflée. J'étais essoufflée. Et plein de petites choses comme ça, au final. Les veines qui ressortent un peu, les gencives qui saignent, mais des tout petits trucs, mais en fait que oui. Après j'ai revécu avec la grossesse quand je l'ai su vraiment, la deuxième grossesse. Donc voilà. Et alors comment ça se passe là? Tu te dis qu'il te reste que quelques mois pour préparer cette arrivée. Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit là? Là c'est le chamboulement parce que il faut tout prévoir tout de suite en fait. Là, faut trouver une maternité parce que c'est très bientôt. Tout était accéléré en normalement 2 mois et demi, et puis en fait, il est arrivé 1 mois en avance. Donc vraiment, c'était ultra, tout acheté. T'as réussi à profiter du peu de grossesse qui te restait à vivre? Non, pas du tout. Je peux pas dire que j'ai pas de souvenir de ma grossesse, mais quasiment pas. J'ai quasiment pas de photos. Tout est allé si vite et moi, j'étais hyper en forme. Je pense que j'avais aussi un peu du mal à réaliser. Donc j'étais trop bien dans tout ce que je faisais dans mes activités professionnelles aussi. En fait, j'avais retrouvé quand même un épanouissement, et du coup, j'ai pas voulu arrêter tout de suite. Donc j'ai décalé de 2 semaines mon congé mat, et en fait, avec le recul, de toute façon, on sait jamais, mais j'aurais pas dû. En fait, j'étais tellement en forme que voilà, je travaillais, je préparais en même temps, je faisais mes examens, etc. Et du coup, j'ai arrêté de travailler et j'ai accouché le lendemain.
Et en fait, je m'étais trop dit, je vais profiter à partir de ce moment-là. Vraiment, là, je vais prendre du temps pour moi, pour la fin de grossesse. Et du coup, il est arrivé. Waouh. C'était chez toi. Comment ça se passe? Tu ressens des contractions? Tu te dis là, c'est le moment, mais en même temps, il reste un mois? Oui, déjà ça, quand même un mois à l'avance. Et puis après, c'était pas vraiment prêt, quoi. Moi, je suis très dans le contrôle. Je décide tout. Tout doit être bien organisé, machin. Je venais de finir la valise pour bébé, mais pas la mienne. Et en fait, j'ai commencé à avoir des contractions le 14 février. Ah oui. Et pareil, je pense je suis pas très. J'entendais quelqu'un qui disait ça dans ton podcast aussi. Je suis pas douillette. Et du coup, j'ai attendu. Je me disais que c'était des fausses contractions. Victor il dormait, je voulais pas le réveiller. On était en pleine nuit. Du coup, à 3h du mat, je commence quand même à faire ma valise parce que je me disais, sait-on jamais. De toute façon, je dors pas, donc voilà. Oui. J'ai pris un bain à 4h du mat. Je me disais, ça va passer, c'est des fausses contractions. Et puis, ça passait pas. Et du coup, à 7h, j'ai quand même réveillé Victor. Je dis, franchement, je sais pas, faudrait peut-être qu'on songe. Et lui tout de suite, il était oui, on va y aller. Donc on finit. Quand même, je voulais prendre mon temps. J'étais ça sert à rien de se presser. C'est un mois en avance. Ça se peut, c'est des fausses contractions. Donc bref, on décide de partir. On prend quand même tout avec nous. On était par contre à 5 minutes de l'hôpital. Okay. Donc ça c'était vraiment au bout de la rue. Et du coup, j'arrive et puis oui, en fait, le travail avait hyper bien commencé parce que je suis arrivée, mon col, il était déjà ouvert à 5-6. Tout est passé si vite. On est arrivé à 9h30 et Nate, il est né à 14h24. C'était un bébé en bonne santé, tout était ouvert pendant la grossesse. Oui, les échos, tout était. Toi aussi, t'avais pas de carence, Non. Tout était bien? Ouais, tout était bien. Et du coup, forcément, on pensait que c'était un petit bébé en bonne santé. Et puis, il est arrivé et là, ça a commencé à se compliquer pour lui et pour nous, ouais. De suite, oui, il a pas pleuré. Donc déjà, ça a commencé à alerter les médecins, enfin les professionnels. Et puis, très vite, en fait, il prenait pas de poids. Il pleurait beaucoup. Et voilà, au fil du temps, au fil des mois, on s'est rendu compte qu'il se développait pas du tout. Qui tenait pas sa tête. Et... Tu veux dire, à partir de... Ouais, ils commencent à tenir leur tête dans la moyenne à partir de 2 mois, 3 mois, on va dire. Et là, non, au-delà de 3 mois, c'était pas le cas encore? Non, il tenait pas du tout sa tête, il prenait très peu de poids, il pleurait beaucoup, il était ultra tendu. Enfin, ouais, on voyait que c'était quand même compliqué. Après, il est arrivé 1 mois avant le premier confinement, donc ça n'a pas aidé. Parce que du coup, pendant le confinement, on est revenu à Lyon pour être proche de la famille et avoir un peu d'espace, parce que à Paris, on était dans un appartement, dans un petit appart. Et du coup, c'est vraiment à 5-6 mois que son poids, il a complètement stagné, donc ça devenait vraiment pas bien. Et que là, les médecins, enfin les pédiatres, du coup, ils nous ont dit, là, il faut aller faire plus d'examens, ça sort de nos compétences. Et mais parce que avant ces 6 mois, ils te disaient quoi, les médecins? Alors du coup, on a vu un pédiatre à Paris, après à Lyon, après à Paris. Donc il y a eu quand même pas mal de changements. Et avant 5 mois, ils étaient pas du tout alarmistes. Ils étaient c'est un petit bébé qui prend peut-être plus son temps. D'accord. C'est un bébé qui pleure beaucoup. Il y a plein de bébés qui ont des coliques ou des douleurs, et que un bébé, c'est aussi normal que ça pleure. Ça peut pleurer beaucoup. Et voilà, et c'est du coup à 6 mois où on a eu un rendez-vous à l'hôpital, à l'hôpital Necker. Et là, par contre, ça a été complètement différent, parce que c'était une professeure qui a eu beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle a vu beaucoup de choses dans sa carrière. Et pour le coup, là, tout de suite, elle a dit, ah oui, non, là, ça va pas. On voit bien, c'est un petit bébé, il est ultra tendu. Il tient pas sa tête. Enfin, il y a quelque chose. Et donc, du coup, elle a prévu une hospitalisation. Enfin, elle nous a demandé, en gros, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais nous, on est perdus. Enfin, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Parce que tu sais pas ce qu'il a au final. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais du coup, il a été hospitalisé pas longtemps après. Hospitalisé pour passer du coup des examens plus poussés? Des examens plus poussés, et surtout son poids, c'était vraiment l'élément déclencheur, et du coup qu'il soit alimenté, il a eu une sonde nasogastrique dès le 2e jour D'accord. de son hospitalisation. Et encore à ce moment-là, on était vraiment hyper optimistes. On se disait que c'était peut-être temporaire, que par exemple la sonde nasogastrique, il allait la garder peut-être 3 semaines et que après ça allait aller, ou qu'on allait trouver ce qu'il avait, et puis peut-être qu'il y a, je sais pas, un traitement où on pouvait encore
rattraper son retard et que qu'on ait une vie un peu plus normale. Oui, pour vous, c'était il fallait juste trouver ce qu'il avait et puis ça se réglait en suivant et puis tout repartait. Bah, c'est hyper difficile d'imaginer le pire pour son enfant. Bah, bien sûr, c'est le premier en plus, donc on sait voilà, pas. c'est le premier. Enfin, c'était inattendu quand même. En plus. Et on n'avait pas de bébé autour de nous. Du coup, j'avais eu une copine quand je faisais mes cours de prépa et son petit, il est né juste 2 semaines avant, je crois. Et effectivement, à chaque fois, je la voyais. On se voyait pas tout le temps, mais de temps en temps. Mais même au bout d'une semaine, je voyais, il arrêtait pas de progresser. Enfin, l'écart se creusait de plus en plus. Et c'est aussi là où on s'est dit, bah, il y a un truc problème. Bizarre. Ouais. Ouais, il y a un problème. Mais c'est sûr que l'élément vraiment déclencheur, c'était son poids. Et d'ailleurs, ça continue encore. Il a 5 ans. C'est quand même toujours un sujet. Et ouais, depuis sa naissance, même avant qu'il soit hospitalisé, on devait le peser tous les jours pour savoir si on était en vacances. Du coup, on avait quand même essayé de partir un peu et tous les jours on devait le peser. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Il prenait son lait, tu l'allaitais, tu le donnais le biberon. Du coup, on a fait allaitement mixte parce que du coup, il prenait quand même pas très bien le sein, il avait du mal à téter. Enfin, il n'arrive pas à coordonner ses mouvements, donc en fait, plus ça avançait, plus c'était compliqué. Il avait des gros reflux. Et puis en fait, c'était à chaque repas, on se battait pour essayer qu'il prenne quelques grammes de plus et qu'après il fallait le peser. Enfin, c'était tellement stressant. C'est stressant parce qu'effectivement, tu vois ton enfant pas prendre de poids, donc tu sais que c'est grave. En fait, le poids, ça veut tout dire. Enfin, qu'est-ce qui se passe pendant cette première hospitalisation? Donc là, il est hospitalisé à Paris, parce qu'on était toujours à Paris. Je m'étais dit, bah très bien, je reprends le 1er septembre. Moi, franchement, je trouve que c'est bien. Je reste un petit peu plus avec lui. Puis du coup, il a été hospitalisé. Et moi, on était encore vraiment trop optimistes. Je disais, bah, moi, je reprends le travail dans 3 jours. C'était, mais là, vous allez pas du tout reprendre le travail. On sait pas combien de temps vous allez rester. Nous, on pensait qu'on allait, pareil, rester 3 jours, à l'hôpital et qu'on sortirait, je sais pas moi, avec des réponses ou pas. Enfin, et du coup, on est resté 2 semaines et demie. Ça a été une éternité pour nous. On enchaîne les examens médicaux et au fur et à mesure, on écarte des maladies, mais on sait toujours pas ce qu'il a. On a fait vraiment des dizaines et des dizaines d'examens qui sont, enfin, on garde de très 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 mauvais souvenirs. On en fait des fois encore des cauchemars et vraiment, ça a été une période horrible. Et voilà, ils ont rien trouvé. Ils ont rien trouvé pendant ces 2 semaines? Non, ils ont rien trouvé. On écartait, mais on savait toujours pas ce qu'il avait. Et bon, bah, du coup, au bout de 2 semaines et demie, on a pu sortir. Et là, ça a été vraiment le chamboulement et le commencement d'une autre vie inattendue. Parce que du coup, j'ai pas pu reprendre le travail. On est sorti avec une hospitalisation à domicile. Il avait toujours la sonde nasogastrique, donc c'est des soins, etc. Et avec un programme de ministre, 3 séances de kiné par semaine, 2 séances d'orthophonie, une séance de psychomote, plus du coup le passage des infirmières à domicile tous les 2 jours. Comment vous gérez ça à ce moment-là dans votre couple? Vous arrivez à vous soutenir, à garder espoir? Espoir un peu moins quand même. Ouais. Au fil du temps, moins, c'est sûr. Et oui, on se soutient, on était toujours là pour Nate. En fait, on n'a pas trop le temps non plus de réfléchir. On est là pour son enfant et on voyait beaucoup la famille qui était et qui est toujours très très présente, et c'est vrai qu'on est hyper soudés. Ça c'est une chance et c'est hyper important. C'est aussi ça qui nous permet de tenir. Comment ça se passe du coup ensuite? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues outre ce planning ultra chargé pour lui, pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres hospitalisations qui sont prévues, d'autres examens? On a eu beaucoup de rendez-vous et il y avait 2 mois après une prise de sang à faire et on s'était dit qu'on referait une hospitalisation. Enfin, on nous avait proposé une nouvelle hospitalisation 3 mois et demi après pour faire un point. Du coup, c'est cette prise de sang 2 mois après qui a été déterminante et qui a déterminé la maladie de Nate. Et alors, il s'agit de quoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu du coup pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Donc, c'est une maladie génétique extrêmement rare qui s'appelle le syndrome d'Allan-Herndon-Dudley. C'est vraiment très 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 rare. Ça concerne moins d'une personne sur 1 million et ça concerne que les garçons. Donc en fait, il y a très 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 peu de médecins et de personnes qui connaissent forcément cette maladie. Donc en fait, c'est
finalement très simple. C'est juste une prise de sang pour déterminer, mais si on sait pas quoi chercher, bah forcément. Bien sûr. Il y a tellement de maladies rares, tellement de personnes qui n'ont pas de diagnostic. Pour les maladies rares, le temps moyen d'attente, c'est 4 ans. Donc, c'est énorme. Donc, finalement, nous, on a eu assez vite, on a su à 10 mois, du coup, qu'il avait cette maladie. La professeure de Paris qui m'avait dit j'ai eu les résultats, ils sont pas bons, on en parle dans 3 semaines. Et elle voulait rien nous dire par téléphone et là ça a été vraiment le flou. On s'est dit est-ce qu'on avance, est-ce qu'on va plutôt à Paris. Bon, finalement on a attendu, on comprenait pas trop finalement. Attendu les 3 semaines du coup pour pouvoir parler avec elle de tout ça. Bah oui. C'est super long. Ouais, parce que là, je me dis c'est fou. On soit allé à Paris et je sais pas. Non, mais même, enfin après c'est un médecin, donc tu écoutes forcément ce que te dit le médecin parce que toi tu veux faire quoi de plus après. Mais là pendant 3 semaines, tu fais des recherches toi de ton côté quand même. Qu'est-ce qui se passe? On fait des recherches, mais on savait pas. Enfin, elle nous a pas dit ce que c'était. Et donc, du coup, quand on est allé à Paris, donc ça, c'était en décembre 2020. Et là, elle nous a dit, voilà, moi, je pense à cette maladie. Je suis pas sûre, mais je pense à cette maladie. On va refaire encore un contrôle. On va envoyer le sang de Nate dans un labo à Toulouse qui connaît cette maladie. Et rien que ça, pareil, ça a pris 1 mois. C'est énorme. Et du coup, elle nous a parlé de cette maladie. Donc oui, on a fait des recherches directes sur Internet juste après en sortant. Et en fait, c'est une maladie très très rare, mais il y a quand même quelques informations sur Internet, plutôt quand même détaillées. Et en fait, on s'est dit, c'est tout Nate. Enfin, c'est l'évidence, c'est obvious. On a eu 1 mois après vraiment le diagnostic écrit, mais on s'était rendu à l'évidence avec Victor et c'est pas le diagnostic écrit qui a changé, c'était vraiment quand le médecin nous en a parlé et qu'on a fait nos recherches et qu'on s'est dit c'est là où ça tout change parce que on était encore un peu réaliste, porteur d'espoir, et là quand on a le diagnostic, qu'on se rend compte ce que c'est et vraiment ce que du coup ça entraîne. Tu connais en fait l'évolution plus ou moins. C'est des stats, c'est la plupart des... ça dépend en fait de chaque enfant. Ce qui est fou, et comme dans beaucoup de maladies, même 2 enfants qui ont la même maladie, ils peuvent quand même malgré tout évoluer de manière très très différente. Après c'est quand même très rare et très grave et voilà. Enfin, il y a aucun enfant qui évolue correctement. Il y en a quelques-uns, c'est très 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 rare, qui font quelques pas et qui disent 1 ou 2, quelques mots. Mais globalement, ça entraîne un polyhandicap très 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 lourd et ça dépend de la mutation. Et nous, on a la pire. Enfin, Nate, il a la pire. En gros, donc cette maladie, c'est un problème au niveau du transporteur des hormones thyroïdiennes. Et on sait bien que les hormones thyroïdiennes sont essentielles au bon fonctionnement du corps entier, que ce soit pour le cerveau ou pour le corps. Et donc là, en fait, les hormones thyroïdiennes ne passent pas. Donc, du coup, son cerveau, il s'est arrêté vers l'âge de 3-4 mois. Et j'ose même pas imaginer, en fait, les émotions qui vous traversent. Est-ce que vous êtes en colère? Qu'est-ce que vous en parlez de ça, tous les deux, de vos émotions? Vous arrivez à en parler? Pendant longtemps, j'ai été très en colère, parce que je me dis, c'est tellement injuste. Même pour moi, ça fait beaucoup, quoi. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, j'ai quand même été hospitalisée, donc j'ai eu un parcours avant. Après, il y a eu le déni de grossesse. Et malgré tout ça, on se relève avec Victor, on est ensemble, parce que du coup, j'ai été hospitalisée une 2e fois, mais ça a duré 5 semaines, donc c'était court et c'était hyper différent. Je pouvais rentrer le week-end, sortir, mais du coup, on a eu quand même ça. Moi, je suis partie en Australie. Enfin, je veux dire, on a vécu beaucoup de choses en peu de temps. En 3 ans, du coup. Il y a eu le déni de grossesse, après, il y a eu l'accouchement, et puis le confinement, il y a eu beaucoup de choses et du coup moi j'avais beaucoup de colère et on trouve ça injuste et tellement triste, et encore une fois on sait pas ce qui va nous arriver, quoi. C'est un monde nouveau et en fait on vit au jour le jour et encore maintenant on peut pas se projeter. On peut pas savoir dans 2 semaines si Nate il va être à l'hôpital, si Nate il va être bien, façon Nate. Est-ce qu'il va être confortable? Et parce que du coup, donc il a 5 ans, il parle pas, il marche pas, il s'assoit pas, il tient toujours pas vraiment sa tête. Il est nourri par gastrostomie. Donc en fait, il a eu cette sonde nasogastrique pendant 7 mois et demi. Donc en fait, cette maladie, ça entraîne beaucoup de choses et notamment une mauvaise coordination des mouvements. Donc voilà, il peut pas tenir un objet. Concrètement, il fait pas grand chose. Et est-ce que tu arrives par le regard, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé un moyen de communiquer, entre guillemets? Est-ce que tu arrives à faire ça avec lui? Alors communiquer,
c'est difficile. Par contre, oui, on a beaucoup de chance sur ce point, c'est que du coup, il est très très expressif, forcément, que ce soit par ses expressions du visage ou les expressions corporelles. Et on a la chance parce qu'il sourit beaucoup. Il sourit énormément. Ça nous permet de tenir. Et du coup, il nous reconnaît, il reconnaît notre voix. Quand il nous voit, il sourit. Et c'est ça qui nous permet d'avancer, de tenir. Et en fait, on est ultra fusionnel. C'est ce que je te disais en off, en fait, c'est que du coup, moi, je me force à chaque fois à pas aller voir le compte Instagram des personnes que je vais rencontrer, dont je ne connais pas l'histoire, parce que c'est Tony qui s'est chargé de ton casting. Mais bien sûr, je suis tombée sur des stories et quand c'est des photos, je prends le temps de les regarder. Et en fait, c'est ce que je te disais, mais je tiens à le dire ici aussi pour que les gens l'entendent, c'est que quand je vois des photos de Nate, en fait, il a toujours ce grand sourire. Et en fait, à chaque fois, on dirait que c'est la même photo, mais non, c'est pas la même photo. Et c'est vraiment un soleil, quoi. Donc, moi, je savais pas du tout de quoi, quelle maladie il avait, quel handicap il avait. Mais en fait, quand on voit une photo de lui, on voit qu'il y a quelque chose, mais on ne peut que se dire que cet enfant, il quand même, il véhicule du bonheur, tu vois. Il a un visage radieux. Oui, c'est vrai que du coup, il est hyper souriant, il est très solaire, lumineux. Et ça doit faire du bien, je pense, oui, dans votre quotidien aussi, en tant que parent, de vivre toutes ces choses, mais de quand même le voir sourire. Oui, ça c'est notre but ultime. Enfin, on espère toujours qu'il va sourire, qu'il va garder son magnifique sourire. Maintenant, on n'accepte jamais. J'allais dire on accepte, mais on n'accepte jamais. En plus, j'ai fait un post dessus il y a pas très longtemps en disant qu'on n'accepte jamais le polyhandicap, la maladie. On apprend à vivre avec, parce qu'on n'a pas le choix. Du coup, on fait tout pour son enfant et on fait tout pour lui. Mais les phases, et c'est tous les jours, où il pleure, où il hurle, où on comprend pas ce qu'il a. Voilà, ça c'est vraiment hyper difficile, et de voir la souffrance en son enfant et essayer de tout faire et de voir que ça suffit pas, ça c'est vraiment horrible. On voudrait prendre toutes ces souffrances, on voudrait que... Donc voilà, il est en situation de polyhandicap. Maintenant, on a pris l'habitude, je vais dire, de le nourrir par gastrostomie, de le porter, de faire tout pour lui, parce que du coup, il est autonome dans aucun acte de la vie quotidienne, donc... Oui. Et puis en fait, ce qui est difficile de se rendre compte, c'est qu'il se tient pas en fait. Donc tout est compliqué. Du coup, c'est toi qui le gardes à la maison quand il est pas hospitalisé, quand il est chez vous. C'est toi qui t'en occupes? Alors il est beaucoup à la maison, mais du coup il est dans une crèche, donc ça c'est super. Oui. Dans une crèche qui accueille des enfants, jusqu'à un quart des enfants en situation de handicap. Donc voilà, il y va de 10h à 16h, 3 jours par semaine, et 2 jours dans un CESAD, donc c'est une structure qui accueille des enfants en situation de handicap ou de polyhandicap. Nous c'est un CESAD un peu particulier avec accueil de jour. Normalement, c'est que les séances de thérapie, mais nous, c'est avec un accueil de jour. Donc, les 2 autres jours de la semaine, pareil, 10h, 16h. Et là, c'est génial parce que c'est ultra individualisé. Ils sont 3-4 enfants, spécialisés parce que du coup, c'est des pros des accompagnants du monde du handicap, et il a ses séances de rééducation sur place, donc ça c'est trop chouette aussi. Moi j'y vais plus, alors qu'avant je faisais tous les déplacements, je faisais toutes les séances. On en avait dans une structure aussi et en libéral, donc on courait de partout. Ça te laisse un peu plus de temps aussi, et puis des moments pour souffler, parce que votre quotidien à vous deux est surmené tout le temps, surchargé tout le temps d'émotions, de tous ces rendez-vous. Maintenant, on a une personne à domicile le matin, 4 fois par semaine, qui nous aide à préparer un peu Nate, s'occuper un peu d'Emmy, qui l'emmène à la crèche, donc ça c'est super, et qui nous aide un peu sur le quotidien, et c'est chouette. Trop bien. Non, c'est bien de réussir à mettre des choses en place. C'est bien que ça existe aussi. Est-ce que c'est le milieu médical qui est venu vers vous, qui vous a proposé une aide supplémentaire, ou est-ce que c'est vous qui avez dû faire des recherches sur tout ça, tous ces centres, ces crèches? Non, c'est principalement nous à 95%. Non, il faut tout chercher. C'est beaucoup d'administratifs. C'est énormément d'attentes. Il y a très peu de place. Là, le CESA, du coup, on a attendu 1 an et demi. Et encore, on a eu de la chance, c'était vraiment inattendu qu'on ait une place. Souvent, c'est 2 à 4 ans d'attente. Il y en a très peu. Non, c'est le parcours du combattant tout le temps. Et pour tout, et en fait, rien vient tout seul. C'est nous qui devons prendre les rendez-vous. Nous, on connaît mieux Nate que personne. Donc, en fait, les médecins... c'est nous qui faisons les rapports, c'est nous qui
prenons les décisions, enfin voilà, là on se dit bon bah là il a besoin d'une augmentation de traitement. Enfin c'est nous qui faisons le rapport, la démarche. Ouais. Et maintenant oui on le connaît. Oui, tu sais analyser un petit peu ses besoins, même s'il communique pas. Non, il y a encore plein de moments où c'est ultra difficile, surtout quand il a des douleurs, on sait pas, ou des fois c'est a posteriori, on se dit c'est ça. Mais ça c'est hyper dur des fois de déterminer. Après voilà, on va se dire bon bah là il a mal à la gorge, là il doit avoir mal au ventre. Oh là là. Mais ouais, c'est 1000 questionnements, 1000 doutes à la seconde, et on essaie toujours de se mettre à sa place, d'analyser, d'essayer de comprendre. On se fait des nœuds au cerveau des fois. Vous avez appris à vivre au jour le jour. Toi qui aimais bien, tu disais au début contrôler un peu tout. Ça a tout chamboulé, ouais. Ouais, ça a tout chamboulé. C'est sûr que là, du coup, c'est vraiment au jour le jour avec Nate. Il peut être très bien un matin, extrêmement mal l'après-midi. On essaye que chaque jour soit le plus beau et le plus doux pour lui, et que voilà, il ait la vie la plus douce et la plus longue possible, sans souffrance. Ouais. Mais c'est hyper incertain. On sait pas. Est-ce que d'ailleurs ils savent te dire, les médecins, avec le recul, mais bon, tu disais que c'est une maladie très peu, heureusement, voilà, il y a très peu de personnes qui sont touchées. Est-ce qu'ils savent te donner comme une espérance de vie, ou est-ce qu'ils ont un recul un petit peu là-dessus? Très très peu, parce que c'est hyper variable d'un enfant à l'autre. Non, les médecins, en fait, ils se prononcent pas. Ils nous disent pas grand-chose. Il y en a plein qui connaissent pas de toute façon. Enfin, les professionnels qui suivent Nate, maintenant ils connaissent, parce que forcément ils se sont renseignés, mais sinon ils connaissaient pas. Et non, personne n'est vraiment capable de nous dire. Après, malgré tout, on a un groupe Facebook international avec du coup les parents des enfants qui sont touchés par ce syndrome, et du coup on communique en anglais, et c'est eux les meilleurs conseils, parce que du coup il y a quand même des similitudes. Dès qu'on a une question, on voit avec eux avant de voir les médecins. C'est plus facile au final. Et non, il y a un bon soutien, c'est hyper actif. Après on y va avec parcimonie, quoi, parce que il y a très souvent tous les mois ou 2 mois des nouvelles, on apprend du coup le décès, et à chaque fois c'est horrible, quoi, parce que ça ramène à la réalité. Oui, ça ramène à la réalité. Et souvent, ça arrive très vite. Parfois en 48 heures. Enfin, voilà, c'est vraiment inattendu. Un virus qui est plus violent, et l'état se dégrade vite. Et ouais. Est-ce que vous arrivez à faire des activités à l'extérieur, parce que bon, plus il grandit, il a 5 ans, tu disais il faut le porter tout le temps, tenir sa tête, il se maintient pas. Est-ce que vous arrivez quand même à faire des choses en dehors de la maison, à profiter un petit peu? En plus, tu as eu, du coup, on en parlera tout à l'heure, mais tu as eu une fille ensuite. Est-ce que vous arrivez à faire des sorties? Alors, c'est assez limité, forcément. Après, on essaye un petit peu. Sortir, prendre l'air, ça c'est tout à fait possible. Des petites sorties, on va souvent voir les familles. Après, des activités pour Nate, enfin, il peut rien faire. Après, c'est difficile il apprécie pas toujours en plus. Et mais bon, on essaye quand même de faire des petites choses. Après, il faut que ce soit ultra adapté. Là, il y a pas longtemps, et je suis hyper contente de l'avoir fait, je suis allée voir un spectacle dans Lyon, juste avec lui, au Palais de la Bourse. Du coup, c'était 30 minutes, donc pas trop long, et des projections lumineuses. Et lui, sa passion, du coup, vu que voilà, il peut pas jouer tout seul. Mais par contre, je pense que, enfin, c'est sûr, il a développé énormément ses autres sens, et donc il est passionné par la musique, les comptines. Vraiment, enfin, il a tout le temps, il a même son propre téléphone avec ses comptines. Génial. Parce que du coup, on en avait marre de toujours passer notre téléphone. Des fois, on fait des petits enregistrements avec nos voix aussi. Et il est passionné par tout ce qui est les lampes, les objets sonores, lumineux. Donc, on a aménagé un peu sa chambre, et là, on va faire un truc style salle Snozelen. C'est une thérapie, une hollandaise, et du coup c'est dans une chambre un peu tamisée avec plein d'objets lumineux, c'est très reposant, apaisant, avec des colonnes à bulles, des fibres optiques, des miroirs pour qu'il y ait de la profondeur, plein de petits objets lumineux, un projecteur, waouh. Donc super. Parce que du coup on a fait beaucoup de séances Snozelen avec lui, il a adoré, et donc on a fait un petit spectacle tous les deux.
avec des projections lumineuses. C'était, enfin, quand j'ai lu, j'étais là, mais c'est fait pour Nate. Enfin, Oui, complètement. C'était trop chouette. C'est bien de partager des moments comme ça aussi, de pouvoir le faire. En plus, juste toi et lui. Oui, ouais, c'était hyper important parce que c'est vrai que moi je passais 100% de mon temps avec lui et ça a extrêmement chamboulé effectivement. Et pour lui, je pense que ça a aussi été très très dur. Après, du coup, la relation avec père-fils s'est énormément intensifiée. Et ils étaient déjà fusionnels, mais maintenant c'est incroyable parce que bah oui, moi je m'occupais beaucoup de Nate. Victor a toujours été ultra présent, enfin tout le temps. Mais voilà, il y a une connexion, une relation qui s'est encore plus développée, parce que un petit bébé, même en bonne santé, ça demande quand même beaucoup d'attention, d'énergie. Bien sûr. Et alors, tu disais que du coup tu as une petite fille. Oui. Quand est-ce que vous avez eu l'idée est-ce que déjà vous avez eu l'idée de faire un second enfant? Vous avez eu envie de faire un second enfant? Oui. Bah du coup, quand on a eu Nate, on s'est toujours dit qu'on aurait des enfants rapprochés. Bon bah du coup, avec ce qui nous est arrivé, on a pris notre temps, plus de temps. Puis moi, quand même, quand je voyais à la crèche, par exemple, les enfants en bonne santé qui couraient dans les bras de la maman ou de dire maman, parce que du coup, on n'a jamais. Il babille en fait, enfin c'est comme un petit nourrisson de 3-4 mois, donc on entend des fois un peu sa voix, mais c'est pas des mots ou c'est quelques petites syllabes. Et donc voilà, au fil du temps, c'est vrai que quand je faisais des tours de poussette avec Nate dans un parc et que je voyais des enfants qui couraient, enfin c'était de plus en plus dur pour moi. Et du coup, je suis retombée enceinte tout de suite. Et pour le coup, j'ai eu une vraie grossesse. Oui, longue, 9 mois de grossesse. J'avais toujours aussi rêvé d'une grossesse de 9 mois, de faire tout dans les temps, de profiter de ton corps ton ventre qui s'arrondit, qui porte la vie. J'étais quand même suivie forcément. Et en fait, bien avant que je sois enceinte, la généticienne, elle m'avait dit c'est une maladie génétique, ça provient uniquement de la maman. Mais dans certains cas, encore plus rare notre cas, ça s'appelle une mutation de novo, ça veut dire que la maman n'est pas porteuse. Donc en fait, du coup, les femmes, elles peuvent être porteuses mais asymptomatiques, vu que c'est une maladie qui est liée au chromosome X. Nous, les femmes, on a 2 chromosomes X, et donc la nature est bien faite. Le X fonctionnel prend le dessus sur le X non fonctionnel. Donc en fait, il y a des femmes qui sont porteuses de cette maladie mais qui le savent pas. D'accord. Et c'est en ayant un enfant, un garçon du coup, qui est touché, et en fait on remonte et on sait que du coup la maman elle est atteinte. Donc du coup moi j'ai fait des examens dès qu'on a su, et donc moi je suis pas porteuse de la mutation, donc le risque était infime, mais on n'aurait jamais pris de risque. Et du coup la généticienne elle m'avait dit dès que vous tombez enceinte vous me dites, et on programme une prise de sang donc à 10 semaines, donc très très tôt, pour déterminer le sexe fœtal, pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Et vu que c'était une fille, du coup grossesse classique, pas d'examen en plus, alors que si c'était un garçon on aurait fait une amniosynthèse, même si en gros elle me disait que le risque était infime, mais on n'aurait jamais pris je veux dire, un enfant c'est déjà vraiment lourd. Et pour le coup j'avais peur d'avoir un petit garçon, j'aurais stressé pendant toute la grossesse, du coup il y aurait eu l'amniosynthèse. Ils peuvent le diagnostiquer du coup avec une amniosynthèse in vitro. C'est ça. Si le garçon est porteur, du coup. Oui, c'est ça. Du coup, ça, il faut attendre 15 semaines. Après, il faut attendre 3 ou 4 semaines pour avoir les résultats. Donc, du coup, ça fait super tard pour savoir si le bébé il est touché ou pas. Et du coup, j'étais super contente d'avoir une petite fille. Donc, on a eu l'appel de la généticienne, numéro masqué, et voilà. C'est une fille. Bon, nickel. Je vous revois pas, du coup, très bien. Et voilà, du coup, ça s'est hyper bien passé. J'ai eu une super grossesse. Vraiment, j'ai pris hyper soin de moi. C'est une des seules périodes où je me mettais un peu au centre. Tu as découvert une autre maternité aussi quelque part. Ah oui. Non mais complètement. J'ai fait 1000 choses. J'ai fait tout ce que je voulais et que j'ai pas pu faire pendant ma première grossesse. J'ai fait du coup j'ai des photos, des super photos. J'ai fait de la sophro, j'ai fait de l'accouchement en piscine. J'ai fait 1000 choses, 1000 choses. Du coup j'avais 1000 rendez-vous. Victor il était mais ça va pas. Mais du coup de la prépa en piscine, de la méthode Bonaparte. J'avais fait pour Nate un projet de naissance à la fin du coup, mais un vrai projet de naissance. Je voulais un accouchement en physio. J'ai eu une doula. Oh super. Je me suis fait accompagner par une doula. T'as fait la totale. Ouais. Vraiment.
Et c'était trop chouette. T'as vécu un bel accouchement? Ouais, j'ai vécu un super accouchement, physio comme je voulais. Super. Et du coup, j'ai encore plus attendu à la maison. Ah bah oui, alors que c'était un deuxième, hein. Ouais. T'as pas peur, hein. Et là, t'étais plus à 5 minutes de la maternité, en plus. 20 minutes, pas loin. Ah, bon, ça va. Pas loin. Mais du coup, on est arrivé sur le parking à 12h30 et j'ai accouché à 13h34. Une heure après. J'ai eu à peine, en fait, on est monté. Déjà, c'était bizarre, c'était un week-end, il y avait personne, on se demandait, c'est ouvert. C'est ça. Et du coup, on arrive dans la salle, j'ai dit, j'aimerais bien, je montre mon projet, j'en avais déjà parlé avant, etc. Je voudrais accoucher dans la salle nature. Du coup, ils ouvrent. Voilà, je prends mon temps quand même, mais et puis finalement, du coup, la poche des os direct, au bout de 5 minutes, elle se perce là-bas, et puis en fait, tout c'est hyper, c'est passé trop. Ah oui, ça s'est enchaîné. Ça s'est tout enchaîné ultra vite, et oui, du coup, c'était express. Mais ça s'est super bien passé. Et alors, vous avez tous les deux découvert un autre monde, un autre bébé, une autre évolution aussi de cet enfant-là. Ça vous a fait du bien de pouvoir vivre une maternité plus classique? Oui. Tout est différent. En fait, avec le recul, c'est ça. Dès le début, tout est ultra différent. En fait, très vite, le bébé il évolue, quoi. Et puis Amy, elle a évolué très très vite, très très bien, et ouais, on a découvert vraiment autre chose. Et c'est trop beau. Ça m'a, ouais. Elle apporte vraiment quelque chose à la famille, et là, je vis un rêve, franchement, un rêve éveillé au quotidien, quoi. Alors après, il y a les émotions qui se mélangent aussi, où à la fois je suis extrêmement heureuse, et d'un coup, forcément, ça va me rappeler aussi la réalité, et que, du coup, Nate, il a jamais pu vivre ces moments. Et du coup, c'est très difficile. C'est super. C'est un mélange vraiment, des fois difficile à gérer, où je suis extrêmement heureuse, à la fois je suis tellement triste. Du coup, c'est difficile de cohabiter avec ces deux facettes. Mais du coup, j'en profite à fond. Je suis quasiment tout le temps avec elle. Je vois toutes ses évolutions. Et ouais, en plus, je sais pas, il y a peut-être la relation aussi mère-fille. Avec Nate, et je le suis, hein, on est très, 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 très fusionnels. Et on a vraiment une belle relation, et c'est ça qui est super. Et avec Amy aussi, qui est un peu différente, parce que oui, maintenant en plus elle marche. Tu me disais tout à l'heure, elle a l'âge des vies, je crois, elle a 16 mois, c'est ça, donc 16 mois et demi, ouais. Et là, ça va faire des trucs super intéressants là. Et je vis tout ce que j'ai rêvé. Ouais. Là, elle court dans mes bras. Elle dit papa, maman. Je la vois, j'adore la voir jouer toute seule. C'est trop chouette. Comment elle est avec son frère? Et non, c'est trop, ils sont très très mignons ensemble. Elle veut toujours aller le voir. Elle forcément, elle comprend hyper vite. Donc, maintenant, elle est tout le temps avec une pipette dans la main, à vouloir soit lui donner dans la bouche, parce qu'il mange un tout petit peu par la bouche, soit, donc, du coup, il a une gastrostomie, donc avec une petite tubulure, et on connecte à la tubulure une pipette pour le nourrir, et donc elle est tout le temps là avec donc non, c'est trop mignon. Après, il y a une période assez compliquée, parce qu'au tout début on les mettait tout le temps ensemble, parce que Amy, elle était encore petite, donc elle ne bougeait pas partout. Donc ils se tournaient naturellement l'un comme l'autre. On voyait Nate qui touchait les cheveux d'Amy, ou Amy qui touchait la main. Il y avait et après il y a eu une phase plus compliquée où là Amy, elle commençait à bouger de partout, à se retourner, du coup à pas faire très attention à son frère qui se défend pas du tout, à tirer les cheveux, à vouloir tirer sa tubulure, parce que du coup elle comprend pas, elle essaie de jouer, elle contrôle pas trop ses mouvements. Donc là c'était moins drôle cette période, parce qu'elle était toujours ultra intéressée par lui. Ouais. Mais du coup, ça finissait un peu, elle veut mettre son doigt dans sa bouche, donc bref. Ouais, beaucoup de surveillance. Encore maintenant, mais maintenant elle est quand même un peu plus douce. Ça y est, elle comprend qu'il faut faire des caresses, donc elle fait beaucoup de caresses dans les cheveux. Mais on peut pas les laisser tous les deux. Faut être ultra ultra vigilant, et elle adore encore mettre son doigt dans sa bouche, dans son œil. Mais par contre, lui, il réagit depuis qu'elle est arrivée. Dès qu'elle l'entend, il sourit. Non, il y a quand même une connexion, et c'est sûr que Amy, quand elle va grandir, elle va prendre encore plus soin de lui, et qu'elle va comprendre d'être ultra douce. Donc non, c'est trop beau, et c'est une chance aussi pour eux. Bien sûr, j'aurais rêvé d'une autre fratrie, et voilà, mais autant pour Nate que pour Amy, ça apporte
Ça apporte, c'est une chance et la différence, je sais qu'elle va être hyper ouverte aux autres et qu'elle va, enfin, c'est sûr. Ah, c'est évident de grandir avec un grand frère comme ça, c'est certain. J'en doute pas du tout. Même pour lui, c'est hyper bien. Alors il y a pas mal de personnes qui me disent je suis sûre que Amy va le faire progresser ou des choses comme ça. Et non, pas forcément. Enfin, Nate, on s'est fait une raison. Du coup, il va pas progresser. Elle va lui faire du bien, je pense, dans un sens, parce que elle sera très protectrice, très là pour lui. Je pense qu'elle sera ils seront fusionnels. Mais de cette façon-là, elle va lui faire du bien. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui se reconnaîtront dans un autre combat ou dans le même, je sais pas si. Mais est-ce que tu as un message à faire passer à ces femmes, ces parents qui traversent des moments difficiles au quotidien comme les tiens? Malgré tout ce qu'on vit, c'est très très dur, c'est hyper dur au quotidien, mais on a envie de vivre. Donc du coup, on s'octroie des moments en amoureux, c'est hyper important. On s'octroie des moments seuls, c'est pas toujours simple, mais demander de l'aide auprès des familles, de demander du répit, parce qu'en fait, on en a besoin. T'as réussi à continuer le sport? Oui, j'ai continué le sport parce que j'en ai fait une priorité. Franchement, c'est ma priorité numéro 1. Et parce que j'en ai trop besoin. Parce que je sais que quand j'en fais pas, je suis pas bien. Je suis vite en colère. Donc oui, je cours 3-4 fois par semaine. Mais ouais, j'en ai trop besoin. Et vos moments de couple aussi, comme tu disais aussi, ça c'est primordial déjà quand on devient parent. Mais alors là, quand on vit un quotidien comme le vôtre, c'est encore plus important. C'est sûr. Je vais finir avec une dernière question qui n'a, j'allais dire rien à voir, mais ça peut avoir un petit peu. Est-ce que tu as une femme qui t'inspire? Ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas qui est connu, quelqu'un que tu as rencontré un jour, quelqu'un de ton entourage. C'est très dur comme question. C'est vrai. Non, moi je pense qu'on a tous à apporter et chaque histoire est belle et il y a plein d'histoires que tu as reçues dans ton podcast qui sont aussi incroyables. Enfin, encore hier, j'en ai écouté une et voilà, en fait, c'est autour de nous et sur plein de sujets différents. Hier, j'écoutais l'extrême prématurité. Ah oui. Et waouh, c'est un autre monde, quoi. On est hyper loin d'imaginer et c'est des histoires qui sont hyper poignantes. Donc, non, c'est vrai, j'ai pas forcément une personne comme ça en tête. Les héros, les héroïnes du quotidien, des fois juste par une action. Ouais, c'est vrai, non mais c'est très intéressant comme réponse. Pour finir, tu peux citer ton compte Instagram parce que peut-être que ça pourrait aider aussi d'autres parents. Parce que j'ai pas encore bien regardé parce que je voulais me laisser toutes ces surprises, enfin toute cette authenticité qu'on retrouve ici chez nous, mais ça peut aider d'autres parents parce que je crois que tu partages beaucoup là-dessus sur ton quotidien. Oui, du coup, c'est vrai que pour moi c'est hyper important. De sensibiliser, de briser les tabous, de parler du polyhandicap parce que ça reste tabou quand même ou méconnu. Et donc du coup, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Le Sourire de Nate. Porte très bien son nom. Sourit beaucoup. C'est d'ailleurs ma communauté à la toute base, il s'appelait pas comme ça et c'est ma communauté qui avait choisi, c'était important pour moi de savoir un peu leur avis. Et c'était celui-là qui était ressorti énormément. Donc le sourire de Nate, effectivement, donc je partage beaucoup. Du coup, on a créé une association qui s'appelle Le Sourire de Nate, qui permet d'aider Nate dans son quotidien et de l'aider à gagner en confort et en qualité de vie. Du coup, elle permet de financer des stages intensifs, des séances de rééducation et du matériel spécialisé qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, parce que du coup, dans le monde du handicap, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont prises en charge, c'est déjà très bien par la sécurité sociale. Mais énormément de choses qui sont à la charge des parents et aussi d'aider d'autres familles, des organismes qui œuvrent en faveur du handicap. Et voilà, notre volonté aussi, c'est vraiment effectivement des parents qui se retrouvent dans ces situations, de pouvoir être aussi aidés, d'avoir d'autres retours, d'autres expériences. Et donc on fait beaucoup de choses aussi. Du coup, il y a un autre compte Instagram qu'on a créé avec 2-3 autres mamans où ça s'appelle mode emploi parents différents. Et là, ça regroupe plein de conseils parce que en tant que parent, on cherche vraiment, on n'a pas du tout d'aide, franchement. Oui. On doit chercher tout. Qu'est-ce qu'il y a comme thérapie? Parce que bien sûr, en France, on connaît la kiné, la psychomode, voilà. Mais en fait, il y a 1000 thérapies qui viennent du monde entier. Il y a plein de matériel spécialisé, lequel choisir. On se rend pas compte les coûts, comment être aidé
comment quand même recevoir des aides, comment, enfin voilà. Plein de choses. Ces questions qu'on doit se poser quand on est face à tout ça. Nous, du coup, on a passé des heures et des heures et des nuits à chercher, à essayer de trouver des réponses. Donc là, on essaye vraiment de regrouper le plus d'informations possible pour aider le plus de familles possible et aussi des proches, du coup, qui peuvent se poser des questions. Ah oui. Et voilà, on fait plein de choses. Avec une autre association, du coup, on a créé un jeu de cartes inclusif. C'est un jeu des familles. Pour sensibiliser dès le plus jeune âge et aussi montrer que voilà, nos enfants, ils ont des maladies, des particularités, mais c'est des enfants avant tout qui aiment s'amuser, rigoler. Et donc voilà, c'est un jeu de cartes, un jeu des familles qui est éducatif, solidaire, parce que du coup, il nous permet aussi d'aider ces enfants, nos enfants, pour les thérapies, etc. Coloré, enfin voilà, on a mis beaucoup de choses en place. Donc génial. J'ai arrêté le travail, mais au final, t'es bien occupée. Je suis très occupée sur le plan associatif et du coup sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement. Merci beaucoup Morgane d'avoir déposé toute ton histoire ici. Merci beaucoup de m'avoir reçue et pour ce bel échange. Avec plaisir et je souhaite beaucoup de belles choses et des beaux moments parce que il y en a. Oui. Et je crois que c'est précieux. Ça c'est un message hyper important, c'est que en fait dans une vie il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Il y a des personnes forcément qui vivent des choses, des épreuves plus difficiles. Parfois plusieurs épreuves, mais voilà, c'est hyper. Quand tu demandais un conseil, moi je pense que c'est hyper important, voilà, de prendre du temps pour soi, vraiment. Enfin, c'est ultra important de demander de l'aide, du répit et de vivre l'instant présent. Et voilà, nous ça a tout changé. Moi j'étais toujours dans le futur à me projeter, et non maintenant c'est vraiment au jour le jour. Et en fait on se rend compte des petits bonheurs de la vie quotidienne. Enfin c'est hyper bête, mais juste de prendre un café chaud, de voir les rayons du soleil, d'entendre, enfin, en fait, on se raccroche au positif et au concret. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.